Je tenais déjà à vous saluer, puis à remercier les organisateurs du colloque et Adrien qui m'a fait le plaisir de m'inviter à cette journée. Alors, je vais parler d'un sujet un peu polémique dans les études grecques, puisque je vais parler d'un sujet qui n'est pas communément admis. Alors, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir Pythagore au téléphone ce matin. Dans le train qui m'a amené de Clermont, il m'a pas appelé. Et vous comprendrez toute la difficulté de l'historien dans ce type de démarche. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision, enfin, on n'a pas de témoignage direct. On passe par des témoignages qui sont souvent postérieurs. Et donc, ça contribue à rajouter de la difficulté à l'étude, notamment du chamanisme grec et du chamanisme en tant que donnée historique. Donc, il faut bien s'en rendre compte. Donc, le point de départ de mon étude va être l'ouvrage de Rhodes, qui a été publié entre 1890 et 1894. Rhodes, qui était un ami de Nietzsche, et qui a publié son ouvrage Psyché, qui recense qui amorce une réflexion, qui est vraiment une somme sur véritablement le fait que pour les Grecs, l'âme était considérée comme immortelle et pouvait voyager. Donc c'est véritablement le point de départ, car chez les Grecs, l'âme voyage après la mort. On le verra en dernière partie si j'ai le temps, mais aussi chez certains personnages, durant la vie de ces personnages. Et ces personnages-là, Dodds les a nommés les chamans grecs. Donc on va reprendre cette dénomination. Alors moi j'ai utilisé la dénomination de Théios Aner. On va voir qu'on peut en utiliser d'autres. Les Grecs n'étaient pas très fixés sur le vocabulaire qui touche leur irrationnel. On le voit pour le terme de magicien. Souvent il empruntait à l'étranger d'ailleurs. Ils considéraient que les phénomènes magiques étaient quelque chose qui leur était extérieur, mais c'est commun à d'autres peuples. Donc le vocabulaire reste encore très flou. C'est avec d'autant plus de plaisir que j'évoque ce sujet du voyage de l'âme, puisque on est aujourd'hui rentré dans une ère où on est dans un monde qui va rétrécir. On est dans un monde rétrécissant. Et l'âme permet de s'évader. Donc c'est d'autant plus un plaisir pour moi. Donc je reviens un instant sur l'expression de Théios Aner qui a été employée et qui désigne un certain nombre de personnages qui peuvent être des prophètes, des hommes inspirés, des individus. Je vous montre le plan avant, voilà, qui sera en 3 parties avec ce personnage de Théios Aner, puis l'influence sur la philosophie grecque et une dernière partie sur les âmes voyageuses et les âmes errantes dans la pensée populaire. Donc, je reviens sur le terme de Théios Aner, qui regroupe effectivement tout un nombre de réalités, avec des personnages qui passaient par le stade de devin, de purificateurs, d'hommes inspirés, et qui étaient des hommes qui avaient un charisme et qui avaient surtout un rôle d'intermédiaire. On le voit, ils jouent un rôle d'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Et on le retrouve concrètement dans un autre terme, qui est le terme de goète. Ce terme de goète, il vient du grec goao, qui signifie gémir, se lamenter. Et on voit très bien que dans ce terme, les goètes étaient considérés comme des personnages qui prononçaient une plainte rituelle vis-à-vis des défunts et qui étaient capables de rappeler l'âme des défunts, notamment Darius. On a dans certaines pièces d'Échille la reprise de ce terme de goète où on se lamente et on fait revenir l'âme de Darius. Et donc véritablement se met en place ce terme qui était un pendant. Il y a aussi plus tard le terme de iatromancien qui est apparu, qui vient de guérisseur et de prophète. Et là aussi, ce type de personnage est lié à Apollon. On va voir que les liens d'Apollon sont nombreux avec l'Hyperborée. Alors, de là à voir la Sibérie, il n'y a qu'un pas, mais se trouvent rattachés à ce type de personnages, des personnages qui appartiennent au mythe. Et c'est par là que je vais suivre, avec un certain nombre d'entre eux, notamment le personnage d'Abaris, qui est le premier d'entre eux, et qui, bien sûr, ce passage d'Hérodote, qui est une des sources les plus anciennes qu'on a à ce sujet. On a beaucoup de sources postérieures, mais on a peu de sources anciennes. Et où on a quelque chose qui est intéressant. Il ne veut pas en dire beaucoup, Hérodote. Il dit juste qu'il s'est promené sur une flèche d'un bout à l'autre de la Terre. Donc on voit là le motif de la flèche, qui est
qui est présent et qui nous fait penser au ballet des sorcières, bien entendu. Hein. Et on sait que, on le voit, il voyage dans les airs, il y a Trobat, il va parcourir comme cela les airs, même si on voit que Hérodote a des doutes à ce sujet, qu'il ne s'étale pas sur la question. On sait que la flèche est un symbole, est un élément qui fait partie de l'équipement traditionnel du chaman de Sibérie. Et les chamans, notamment au Népal, portent un bracelet qu'on appelle le bolto, qui a une forme de flèche qui leur permet d'éloigner les mauvais génies. Donc on voit que ce thème de la flèche est lié au thème du chaman. Donc la flèche joue un rôle important dans ce monde. D'ailleurs, c'est sur cette flèche qu'il aurait lui-même rencontré Pythagore à Olympie et il lui aurait donné la flèche. Donc on voit très bien que dans ce type de personnage, il y a un phénomène de transmission. La transmission est très présente on va dire, d'un personnage ancien à un personnage nouveau. Il y a toujours ce phénomène qui se reproduit. On va le retrouver d'ailleurs ailleurs. C'est quelque chose c'est une tendance qui est permanente. Autre personnage, c'est Aristéas de Proconèse, qui lui, on le voit, passage important, qui, dans son poème épique, est en proie à un délire apollinien. Donc là, comment ne pas rapprocher ce délire apollinien d'une transe qui peut avoir saisi Aristéas à ce moment-là. Et c'est suite à ce délire que Aristéas va pouvoir, bien entendu, rédiger un texte sur les arismapes. Donc on va le retrouver, on va le revoir dans un instant. Autre texte intéressant qui montre bien ce voyage de l'âme chez ce personnage, c'est qu'il rentre un jour chez un foulon et il tombe inanimé. Et là, il va bien sûr voyager à travers le temps, à travers les lieux. Et on voit que il tombe dans une sorte d'état second. Et c'est à travers cet état qu'il va réaliser divers voyages. Donc on voit des parallèles qui peuvent se créer, et notamment le parallèle qui se crée avec la création épique. Il y a un lien très fort chez les Grecs entre ces personnages et la création épique, puisque c'est de ces voyages que leur vienne la création épique. Alors chez les Grecs, ils peuvent être écrits, et on peut penser que dans un temps plus ancien, c'était à l'oral, et tout un pan de la création épique viendrait chez les Grecs à l'origine de cette tradition et de ce type de personnage, notamment quand on regarde un peu plus dans le détail. J'avais travaillé un personnage qui était le personnage de Circé, qui a beaucoup de ressemblances avec les épouses célestes des chamans sibériens, et quand on voit le rôle qu'elle joue au niveau aussi bien érotique que de guide auprès d'Ulysse, il y a véritablement un parallèle qui peut se créer. Autre personnage pour avancer et pour ajouter des éléments, cette fois-ci c'est Hermotinos de Clazomène, et on voit que son âme l'a quitté plusieurs fois et voyageait toute seule, puis revenait et occupait à nouveau le corps et ressuscitait. Donc on voit très bien que on n'a pas un témoignage qui est isolé chez les Grecs, on a une série de témoignages qui nous permettent de voir que ce personnage est quand même une constante et qu'il revient à travers différents portraits de personnages. Un peu plus loin, on a Épiménide aussi, qui lui pénétra dans une grotte pour dormir et ne la quitta plus. Et là, on a une sorte d'enseignement qui est reçu dans cette grotte, qui peut être donné à cette occasion. Donc, au terme de cette présentation de ces premiers chamans grecs, que retenir finalement? Eh bien, on peut retenir que ces personnages ont des traits communs. On voit qu'ils maîtrisent, ils ont une maîtrise du voyage en dehors de leur corps, qui voyagent à travers le temps, à travers les lieux, qui ont aussi un rôle de guérisseur. Ça revient à différents moments, mais aussi que par leur expérience, par cette mélété, ils essayent d'atteindre l'aletheia.
et c'est quelque chose de constant. Il y a une quête de l'Aletheia qui va se transformer au fil des temps en une quête de la Sophia. Et c'est comme ça qu'on va passer finalement de ce personnage finalement du chaman grec au personnage du philosophe. Et ce sera ma deuxième partie où je vais voir trois figures qui vont apparaître. Notamment la figure de Pythagore, la figure d'Empédocle et la figure de Platon. Alors la figure de Pythagore est intéressante parce que finalement sur lui on a aussi peu de données historiques. Ce sont des personnages dont le mythe s'est emparé de ces personnages. On sait qu'il a eu une influence en Grande Grèce notamment et qu'il a peut-être influencé Platon, mais comment ne pas voir dans ces trois personnages finalement un seul et même type de personne, notamment quand on regarde ce témoignage qui concerne Pythagore, et où on le voit mis en parallèle avec les personnages que je vous ai cités plus haut, Aristéas, Hermotime, Abaris. On voit qu'il est sur le même plan, et donc on voit très bien qu'il y a une filiation chez certains penseurs. Alors là, on est devant un témoignage qui est tardif, mais dans l'esprit, il y a véritablement une filiation qui se crée entre ces chamans grecs et des personnages comme Pythagore, et on va le voir dans un instant, aussi Empédocle. Donc, filiation qui se crée. Mais autre point particulier, c'est véritablement le fait que pour Pythagore, il est mis en relation avec Épiménide, donc il est censé avoir le savoir. Donc là, on est, comme tout à l'heure, dans une transmission du savoir, mais aussi par le personnage du daimon. Alors le daimon est important chez Pythagore. Ce daimon, c'est Zalmoxis, dont les traditions divergent à son sujet, au sujet de Zalmoxis. Mais ce daimon, on va le retrouver. Comment ne pas penser au daimon de Socrate? Donc véritablement là, on a des parallèles et on a des liens qui se créent. Et c'est là véritablement ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un faisceau. On n'a pas de preuves, mais on a des faisceaux qui nous font dire que effectivement ce type de personnages peuvent correspondre au même type, à un personnage qui jouait le même rôle. Donc le daimon joue un rôle important. Chez Pythagore aussi, la métempsychose joue un rôle important. Donc, qui va influencer son école, alors, à des niveaux différents. On le voit. Autre personnage qui a influencé, c'est Empédocle, avec ce long passage que je reprendrai pas, mais dans lequel on peut retrouver un certain nombre d'éléments dans lesquels on voit très bien se dégager un homme divin. Et c'est cela aussi qui a d'important, aussi bien chez Pythagore que chez Empédocle, c'est cette volonté, chez ce type de personnage, mais c'était vrai auparavant, de se mettre sur le même plan que la divinité, de devenir Dieu à des moments parfois différents. Mais il y a une volonté d'être eux-mêmes divins, d'accéder au divin. Donc c'est une constante, et on le voit notamment par la dernière ligne qui ramènera de l'Hadès le principe de vie d'un homme mort. Donc véritablement, il y a ce voyage qui est fait, enfin cette possibilité qui est faite à Empédocle. Autre point pour Empédocle, c'est le fait, on le voit dans cet extrait, qu'il était aussi influencé par les démons. Chez Empédocle, les démons seraient des âmes individuelles qui transmigrent et l'interprétation qui a été faite par Marcel Létienne, qui a consacré un important article à la démonologie d'Empédocle, c'est le pouvoir fondamental de ces démons qui permettait le passage entre mort et vivant. Donc il y a un rôle évident chez Empédocle. Dernière influence, c'est celle qu'on peut retrouver chez Platon, avec bien sûr le mythe d'Air le Pamphilien. Et là, bien sûr, on voit bien sûr une sorte d'hybridation chez Platon de toutes ces idées, alors teintées d'un certain rationalisme, mais on a un axe qui n'est pas sans rappeler d'autres civilisations. Donc on a véritablement des traits communs et le fait que ces âmes, effectivement, voyagent tout autour de cet axe avec un jugement qui peut apparaître aussi.
Mais on le voit, très rapidement, cette philosophie va toucher aussi les couches de la société. Et on voit très bien dans ce passage qui est un peu long, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt la fin, c'est de voir véritablement combien l'âme est liée à l'aile. Chez les Grecs, on voit très bien qu'il y a un lien qui est fait. Elle est représentée sur les vases grecs, on va le voir dans un instant, sous la forme d'un génie ailé, de eidolon, et il va être aussi représenté plus tard sous la forme de petits corps, de petites libellules qui ont des ailes, de papillons. On va le voir dans un instant, et l'appareil ailé de l'âme, on va le retrouver dans un instant. C'est Aristote qui va créer le passage avec, bien sûr, le papillon. Alors, les âmes voyageuses et les âmes errantes dans la pensée populaire, on le retrouve déjà chez Homère. Quand Homère note le terme de la mort enveloppa Hector, son âme s'envolant de ses membres, s'en alla jusqu'à la dèche, gémissant sur son sort, abandonna vigueur et jeunesse. On voit très bien que c'est une âme ailée qui quitte son corps. Autre extrait, là aussi, du même, où on voit vers la fin les âmes s'avançant en troupe, jetant de petits cris aigus. Donc on voit que véritablement, dans le monde grec, l'âme qui quitte le corps est une âme ailée. Cette âme, elle a besoin, bien entendu, d'être guidée. Cette âme, elle va être guidée. Alors, je vais vous montrer, voilà, les représentations sur les vases. C'est intéressant. Vous voyez aussi une évolution qui va s'installer entre les âmes qui quittent les corps et puis celles qui vont gagner l'Hadès. Et on les voit très, très bien, cette notion de papillon qui va s'imposer à l'époque hellénistique d'âmes voyageuses, en fait. L'âme, elle a besoin d'être guidée pour gagner le monde d'en bas, notamment à travers les tablettes orphiques. Alors là aussi, il y aurait sujet à discussion, ça mériterait une journée d'études que sur les tablettes orphiques, mais on voit très bien qu'il y a une volonté de guider l'âme, donc que l'âme est bien voyageuse après la mort pour les Grecs. Point sur lequel je vais terminer, c'est véritablement les tablettes de De Fictio, parce que c'est un sujet qui me tient aussi à cœur, les magiciens. Finalement, les lointains héritiers des chamans grecs dont on a parlé tout à l'heure, les magiciens vont utiliser ce voyage de l'âme. Ils considéraient en fait que les défunts n'avaient pas fini leur temps sur Terre et continuaient à errer pour certains d'entre eux. Alors, c'était des âmes bien particulières, ça avait plus ou moins été théorisé, mais on verra que l'archéologie n'a pas confirmé la chose. C'était les personnes qui étaient mortes avant l'heure, les enfants. C'était les soldats qui étaient morts au combat. Et on allait utiliser ces âmes on parle de Aoroi, de Biaotanatoi, et on va utiliser ces âmes véritablement pour leur faire accomplir des charmes magiques, des envoûtements. Et là, on est dans le cas de tablettes de De Fictio. Les tablettes de De Fictio, vous en avez des milliers qui ont été découvertes dans le monde méditerranéen. Là, on a une tablette attique, c'est pour vous montrer l'ancienneté. Et on voit très bien qu'on va utiliser l'âme du défunt pour lui faire accomplir l'envoûtement. C'est donc l'âme du défunt qui n'est pas apaisée, qui va accomplir le sort et qui va finalement se plier à la volonté du magicien qui lui donne, qui inscrit sur la tablette de plomb, les tablettes étaient en plomb, parce que le plomb, ça rappelle le monde d'en bas. En plus, il y a un côté pratique. Derrière le côté symbolique, il y a toujours un côté pratique. Le plomb, c'était assez facile à se procurer par les canalisations, tout simplement. On pouvait s'en procurer et facile à graver. Donc, il y avait un côté pratique. Donc, on pliait ces tablettes de plomb et on les déposait, alors de manière préférentielle dans une tombe, dans le tube à libation. On le faisait tomber dans le tube à libation et ça tombait dans la tombe et c'était au défunt de l'accomplir. Il en existe des milliers de cas, il en a été découvertes encore très récemment, il y a quelques mois à Orléans. Et les tablettes d'Orléans elles ont la particularité d'être en gaulois. Donc, ce qui est assez rare. Et vous avez un autre cas de tablette, là, à l'aide des morts prématurées. Donc, on voit bien qu'on s'appuie sur un type bien particulier de défunt. Et vous avez le cas peut-être le plus abouti, qui est conservé au Louvre, de cette tablette, avec cette figurine d'envoûtement, et où là aussi on fait appel à un mort pour accomplir et pour lui faire endurer véritablement tous les sorts. Alors notez que les aiguilles ne sont pas placées n'importe où.
Ah, elles ne sont pas placées pour enlever la vie, mais pour enlever l'essence. Donc voilà l'exemple le plus abouti, mais on voit très bien par les tablettes de Defixio combien les morts étaient utilisés par les magiciens, les morts avant l'heure. Alors voilà, seul bémol, Véronique Dazen a bien montré que notamment les tombes d'enfants, on a très rarement le contexte archéologique, notamment pour les anciennes tablettes, mais les tombes d'enfants étaient très peu utilisées pour les tablettes de Defixio. Donc finalement, il y a des limites, il y a la théorie et la pratique. On utilisait la tombe qu'on trouvait. Était utilisée la tombe qu'on trouvait, mais c'était le défunt. On les mettait aussi dans des puits, on les mettait aussi au pied de temples, mais de manière préférentielle dans des temples. Donc ça me permet de conclure, notamment par ces magiciens, dont une des ambitions, on a de très beaux papyrus magiques, et une des ambitions des magiciens gréco-romains, c'était d'acquérir un parédros. Et comment ne pas penser au daimon de Socrate ou au daimon d'Empédocle, quand on parle de parédros, qui était cet être divin qui devait venir l'assister. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.